Bienvenue à tous. Donc, dans le cadre de ces rencontres santé-travail, à notre webinaire « Le télétravail, qu'avons-nous appris? Que faire face aux enjeux de demain ?» Comme je le disais, le chat est géré par deux de nos collègues qui vont participer à la construction de ce travail et qui n'hésiteront pas, s'il le faut, à nous interrompre ou à revenir sur vos questions à la fin si c'est nécessaire. Donc, allez-y, n'hésitez pas à aller sur le chat pour écrire vos messages. Pour nous présenter rapidement, nous sommes 4 ergonomes à avoir travaillé sur cette présentation. Donc mes collègues qui sont médiateurs, Mathieu Bougie, ergonome au CIHL, et Aurélie Bernard, ergonome à l'ISMT 36. Et puis ma collègue qui va présenter avec moi, Solène Guillot, ergonome à la PST 37, et moi-même, Flora Mauduit, pour la PST 18. Je précise que cette présentation sera enregistrée pour un replay qui sera disponible. Pour commencer, on a voulu vous présenter quelques chiffres qui me paraissaient intéressants sur le télétravail. Donc avec un premier constat qui est quand même que tous les actifs ne peuvent pas télétravailler, puisque 39% des salariés interrogés lors d'une étude de Malakoff en avril 2021 expriment qu'ils peuvent travailler, qu'ils ont besoin d'être présents sur le lieu de travail. 36% peuvent télétravailler sans aucune difficulté et 25% peuvent télétravailler avec des difficultés qui peuvent être liées à leur activité ou d'ordre outil matériel. Le télétravail peut concerner 41% de l'ensemble des salariés du secteur privé et 14% des salariés sont en télétravail à 100%. Partant de ce petit constat chiffré, nous, quand on a voulu s'emparer un peu de ce sujet du télétravail et de ne pas refaire une énième redite de ce qu'on a pu présenter déjà par le passé ou de ce que vous avez déjà pu entendre par le passé, plusieurs choses ont émergé, différents constats qu'on a pu faire à la fois de remontée terrain, d'enquêtes chiffrées qu'on va vous présenter, puis des modes d'organisation du travail qui peuvent exister aujourd'hui, qui sont du 100% sur site de l'entreprise, du 100% en télétravail et un mode hybride entre le télétravail et le site de l'entreprise. Et pour un peu la discussion et aller un peu aussi, on va dire, une forme de projection dans le futur, nous allons présenter ensuite des nouvelles formes d'organisation du travail. Alors, un premier constat, c'est qu'on a vécu un télétravail qu'on peut qualifier de subi, qui souvent était quand même loin d'être idéal puisqu'il avait été mis en place un peu dans l'urgence, pas préparé, et avec des salariés qui étaient peu habitués à ce genre de pratique. Qu'on a remarqué quand même dans les entreprises des installations qui pouvaient être des fois difficiles, des défauts d'aménagement, des matériels inadaptés, voire du manque. Une communication aussi qui pouvait être très difficile puisqu'on se retrouvait coupé un peu de son entreprise et de ses collègues, ce qui a donné souvent lieu à une abondance de mails, de visio, de téléphone, et une complexification un peu pour trouver la moyenne de communication avec ses collègues. Il y a souvent aussi des sentiments de contrôle et de surveillance qui étaient soit exacerbés, soit inadaptés, qui nous sont remontés. Alors tout ça, souvent parce qu'on a voulu copier-coller une organisation qui était dans l'entreprise pour un mode en télétravail, ce qui fait que forcément, ça ne pouvait pas fonctionner, ce qui a engendré des salariés en difficulté, mais bien sûr aussi des managers qui se sont retrouvés en difficulté. Alors, un premier constat, on s'est un peu intéressé à qu'est-ce qui s'est passé quand les salariés ont pu et sont revenus sur le site et se sont retrouvés du coup en 100% retrouvés sur l'entreprise. Il faut savoir que ce retour a quand même engendré des craintes pour certains salariés, déjà parce que le risque sanitaire était toujours présent, mais aussi parce que c'était reprendre un rythme de travail, une organisation de travail, des conditions de travail auxquelles ils n'étaient plus habitués, qui ne correspondaient plus forcément à l'organisation personnelle qui s'était mise en place. Et puis tout ça, ça faisait quand même beaucoup de changements à vivre et à intégrer en très peu de temps, et en plus dans un contexte un peu anxiogène lié au Covid. Alors, on fait ce constat-là. Maintenant, on peut se dire, en tant qu'entreprise, qu'est-ce que j'aurais pu faire ou qu'est-ce que je peux faire dans le futur si jamais je me retrouve face à ce genre de situation. Dans un premier temps, essayer d'anticiper au maximum, même si bien sûr, ce n'est pas toujours facile. Là, pour le retour sur site, qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire, par exemple, essayer de préparer l'ensemble des salariés à se retrouver et à retravailler ensemble, donc à la fois ceux qui étaient en télétravail et ceux qui étaient restés sur site.
Créer aussi une communication sur la vie de l'entreprise, sur les changements qui avaient pu avoir lieu, sur donner un peu les projets, les objectifs de l'entreprise, rassurer éventuellement aussi sur l'état de l'entreprise, puisque ça pourrait être une source de crainte. Et puis pour des salariés qui étaient vraiment en difficulté, proposer des entretiens individuels à des personnes pour voir comment les accompagner. Il y avait aussi un rôle très important d'essayer de recréer un collectif, puisque on a des chiffres qui nous disent que 50% des télétravailleurs et 40% des salariés qui étaient restés sur site exprimaient un besoin d'accompagnement et de prise en charge émotionnelle avant de revoir les collègues. Donc ça veut dire que voilà, en tant qu'employeur, en tant que manager, il fallait essayer de refaire le lien dans le collectif. Ça pouvait être autour de temps de partage, autour de projets communs ou de l'essayer un peu des temps informels aux salariés. Alors, un constat santé, enfin des constats santé. Ce qu'on a pu avoir dans les différents services de santé au travail en termes de remontée terrain, c'est qu'il y a eu une augmentation des plaintes tant physiques que psychologiques. Donc, par exemple, de la fatigue visuelle, des troubles musculo-squelettiques, des pratiques addictives, mais aussi des relations avec les collègues qui pouvaient s'être détériorées. On a une enquête Harris Interactive de 2020 qui nous montre que 41% des salariés faut remonter à une augmentation du sentiment d'isolement, avec souvent des pertes de contact direct avec les collègues, mais même de façon plus générale avec les personnes quand on était en période Covid, et puis avec une impression de manque d'appui, de soutien, d'aide, donc de se sentir vraiment isolé et seul. On voit aussi qu'il y a eu une augmentation du stress pour 29% de salariés interrogés, et 25% de salariés présentaient un risque de dépression. Alors, ces chiffres, il faut un peu les remettre dans le contexte. Voilà, c'est des chiffres sur le télétravail, mais dans un contexte qui était quand même particulier, qui était dans 100% de télétravail avec le Covid. Alors, malgré les petites difficultés qui ont pu être remontées, on voit que le télétravail reste largement plébiscité, puisque 95% des managers sont favorables à son déploiement et 96% des salariés souhaitent poursuivre le télétravail malgré les difficultés. Alors avec des salariés qui évoquent différents modes d'organisation, du 2 jours, 3 jours, des modes hybrides souvent. Les raisons qu'ils évoquent, c'est que ça a eu un impact positif pour eux sur leur santé, sur leur travail, mais aussi sur leur qualité de vie, avec souvent des réductions du temps de transport, un travail au calme qui était plus possible, surtout pour des salariés qui devaient travailler dans des bureaux partagés ou dans des open space, avec une impression d'être plus efficace pour traiter certains dossiers et aussi d'avoir une meilleure autonomie dans l'organisation de son travail. Donc voilà, on voit qu'il y a quand même un constat positif qui a émergé et qui fait qu'on peut prendre en compte que dans le futur, les modes d'organisation tiendront compte de télétravail, et on sait que 26% d'entreprises envisagent aujourd'hui d'avoir recours au télétravail de façon pérenne. Donc nous allons maintenant à présent aborder 3 grandes orientations qui ont émergé suite, en tout cas que les entreprises ont choisi de prendre en compte suite aux différentes phases de la pandémie, à savoir donc un retour sur site à temps complet, le maintien du télétravail à 100%, ou l'organisation mixant le présentiel et le télétravail. En ce qui concerne le retour sur site, certaines entreprises ont en effet fait le choix d'un retour entre guillemets à la normale, et ce, 1 an après le début de la pandémie, en cause l'activité professionnelle, mais aussi le mal-être vécu en télétravail, on vient d'en parler. Donc une enquête Malakoff Humaniste a montré, qui ont interrogé 1280 salariés et 300 dirigeants d'entreprise, que le lien social a manqué aux 26% de télétravailleurs qui estiment que le télétravail a un impact sur leur santé psychologique. Cette enquête a également montré que le collectif agit sur l'engagement et le bien-être des salariés. 56% des travailleurs se sentent plus engagés lorsqu'ils travaillent sur site. L'entreprise est donc vécue comme un lieu d'échange, d'apprentissage et de développement. Donc pourquoi les entreprises peuvent faire le choix ou ont fait le choix d'un retour sur site? Eh bien, puisque l'activité est difficilement réalisable en télétravail, donc notamment pour certains secteurs professionnels dont l'activité est par nature présentielle, donc par exemple les entreprises de services ou les entreprises qui effectuent de l'accueil ou de la vente. Il peut s'agir aussi des demandes de salariés, soit liées à des difficultés rencontrées pendant le télétravail, donc on a parlé tout à l'heure de l'isolement. Il peut y avoir aussi des soucis de connexion lorsque le matériel n'est pas adapté ou l'environnement aussi à domicile n'est pas adapté au télétravail.
Certaines TPE-PME aussi ont rencontré des difficultés avec le télétravail, puisque c'était des changements organisationnels brusques et que donc ils n'avaient pas la taille, en tout cas leurs ressources en interne n'étaient pas suffisamment importantes pour pouvoir gérer ce type d'organisation. Un souhait aussi de ne pas faire de différence entre les salariés. Une entreprise aussi qui n'a pas forcément de culture du télétravail, où par exemple la présence physique est source d'objectifs, et ou tout simplement une entreprise qui n'est pas prête pour l'instant à mettre en place le télétravail par manque de moyens, par manque de ressources. Quelques points de vigilance donc à ce retour sur site. Il y a un risque d'une perte d'attractivité pour l'entreprise, notamment dans le cadre de recrutement de nouveaux collaborateurs. Une image aussi, une image de marque qui peut baisser, en tout cas qui peut manquer de modernité vis-à-vis des nouveaux collaborateurs aussi. Un risque de ne pas pouvoir anticiper de nouvelles modalités de travail. On va le voir un peu plus loin dans la présentation. Le travail va continuer à changer, il va y avoir de nouvelles transformations. Et donc voilà, c'est un risque pour l'entreprise de ne pas pouvoir, de manquer un cap pour le futur. Il peut y avoir aussi une hausse du risque routier, avec donc lié au déplacement, à l'augmentation des déplacements entre le domicile et le travail, mais aussi les déplacements extérieurs, qui peut également augmenter le risque de fatigue et le stress lié au transport. Une perte de marge de manœuvre pour les salariés qui étaient habitués, qui ont pris des habitudes pendant le télétravail, qui ont pu aussi concilier vie professionnelle et vie personnelle. Un mécontentement des salariés, notamment lorsque le retour sur site est imposé et qui n'a pas été préparé. Et puis, il peut y avoir certaines craintes et appréhensions de certains salariés qui peuvent être liées au risque sanitaire, mais qui peuvent être liées aussi, par exemple, à d'éventuelles tensions qui ont été présentes pendant le confinement ou en amont. Et donc, voilà, le fait de devoir revenir sur site peut être signe de difficulté, en tout cas d'appréhension pour les salariés. Donc, il est important de faire attention à tous ces signes de tension, de difficulté au sein du collectif avant de procéder à un retour sur site. Donc, comment faciliter le retour sur site? Eh bien, anticiper, on l'a dit au tout début de la présentation, anticiper et préparer ce retour sur site. Donc, on va essayer donc de vérifier le matériel, de vérifier les postes, de communiquer auprès des salariés. Ensuite, on va également préparer le retour d'un collectif qui a pu être fragmenté entre différents lieux de travail, notamment quand il y avait des personnes en télétravail et des personnes sur site. Donc, le but, c'est de retrouver un sentiment d'appartenance dans l'équipe, puisqu'effectivement, les deux collectifs ont pu construire des stratégies, des habitudes, des façons de faire ou tout simplement des liens affectifs, donc qui peuvent rendre plus difficile un retour à la normale. Alors, le 100% télétravail, un autre mode d'organisation qu'on a vécu pendant le Covid. Donc, c'est vrai qu'il a fait émerger certaines choses pour les salariés et même pour les entreprises, mais pour les salariés notamment, ce qu'il a fait émerger, c'était que ça permettait de se créer un mode de vie plus sain avec un impact positif sur l'hygiène de vie, d'avoir une liberté d'organiser son travail, ce qui est quand même assez important puisque chacun a une spécificité, a des capacités de travail et que le temps, on va dire, habituel de l'entreprise ne correspond pas forcément aux besoins de chacun. Mais aussi parce que ça peut avoir permis un gain de temps pour la vie personnelle, pour les loisirs, pour la vie familiale. Et tout ça fait que le télétravail, en 100%, a donné aux salariés un sentiment de forte autonomie. Alors, pourquoi se lancer dans du 100% de télétravail? Déjà, a priori, il faut, et c'est logique, que l'activité du salarié ou des salariés soit entièrement réalisable en télétravail. Ça peut être aussi parce que c'est une demande des salariés pour organiser son temps de travail. Parce que pour des raisons de productivité et d'efficacité, il se sent mieux en 100% télétravail. Parce qu'il est plus libre d'organiser son travail, il est plus libre de voir à quel moment il fait certaines activités, il peut ne pas avoir interruption de tâches parce qu'il n'est pas dérangé dans son bureau. Ça peut permettre aussi de supprimer des coûts ou des temps de transport. Et pour l'entreprise, ça peut permettre d'avoir une réduction des coûts fonctionnels puisqu'on peut réduire des locaux, réduire des remboursements de frais.
Ça peut également permettre de recruter plus largement sur le territoire, puisque vous pouvez très bien, du coup, recruter complètement ailleurs, en France, voire même à l'étranger, ce qui permet d'avoir une meilleure attractivité aussi pour une entreprise. Et dans certains cas, enfin, ça peut faciliter le maintien dans l'emploi, notamment pour des personnes qui ont des pathologies, qui ont des handicaps et qui peuvent avoir des difficultés à se déplacer ou des difficultés à s'adapter au temps, on va dire, du travail de l'entreprise. Ça peut permettre d'aider à les maintenir en emploi. Alors, des points de vigilance, bien sûr, voilà, dans l'organisation. Attention, comme vous l'avez compris, au risque d'isolement et de perte de contact avec les collègues, avec l'entreprise, avec des risques qui voilà, ont largement été relayés dans la littérature et dans les remontées de terrain liées au télétravail. Donc, tous les risques liés à la surconnexion, au fait de travailler tout le temps, plus et plus tard, le moindre temps devient un temps de travail. D'avoir aussi une frontière entre le travail, le temps de travail et le temps personnel qui devient plus flou puisqu'on n'a pas forcément de coupure, et aussi parce que les salariés peuvent avoir un sentiment de culpabilisation par rapport voilà, à leurs collègues du fait d'être en télétravail. Il faut bien sûr, pour que le télétravail soit réalisable et surtout soit efficace, que les objectifs, la charge de travail soient adaptés à une activité en télétravail. Il faut également savoir quand même que le travail collectif va être plus consommateur en ressources. Pourquoi? Parce qu'il va être bien sûr plus difficile à organiser, avec une planification qui va être plus lourde. Par exemple, pour organiser une réunion, ça va être plus compliqué parce que ça va être pas forcément facile d'avoir les personnes au même temps, de réussir à avoir une réponse tout de suite. Le travail collectif risque quand même aussi d'être moins efficace, puisqu'il va y avoir des interactions qui risquent d'être séquencées. Il peut y avoir des difficultés de prise de parole pour certains face au fait d'être à distance, ou une prise de parole qui est complètement différente entre certaines personnes. Et puis les échanges visuels qui se jouent aussi quand on est en présentiel, quand on se voit, qui font qu'on va être quand même beaucoup plus efficace sur des temps de travail collectifs quand on est en présentiel ensemble. Et cela notamment quand on est dans un travail qui demande de la création, donc tout ce qui est un travail projet, des choses comme ça. Ça va demander aussi une adaptation du management vers des nouvelles méthodes de suivi de l'activité, puisque forcément, il y a tout un jeu, entre guillemets, à mettre en place entre les personnes sur site, les personnes en télétravail, qui vont faire que le manager va vraiment être voilà, à la croisée de ces personnes et qu'il a un rôle très important pour accompagner les salariés. Donc, ça pose également éventuellement la question de la formation des managers. Il faut bien sûr une maîtrise des outils distanciels et des technologies de l'information et de la communication qui évoluent quand même très vite. Et puis, il peut y avoir une difficulté au niveau de l'intégration des nouveaux embauchés, puisque si vous avez des personnes qui sont 100% en télétravail et qu'on ne les voit jamais, voilà, c'est compliqué pour des nouveaux embauchés de les intégrer, de leur transmettre une culture dans l'entreprise et leur donner un sentiment d'appartenance et à l'entreprise et au collectif. Alors, comment faire pour mettre en place du 100% télétravail? Bien sûr, la première chose, c'est qu'il faut mettre à disposition tous les équipements nécessaires, tant techniques que de communication, que de matériel. Il faut avoir dans l'entreprise un accord qui définisse clairement ce qu'est le télétravail, les conditions de télétravail, d'organisation du télétravail. Et il faut aussi, entre la personne qui va être en télétravail et les personnes qui cadrent ce télétravail, des temps d'échange, de réguliers, des retours, voilà, pour voir si tout marche bien, si tout fonctionne bien, si la personne se sent bien. Il faut garder aussi des temps d'échange et de partage avec le collectif, avec les collègues, et essayer de créer de la convivialité de proximité, même si du coup ça va être de façon virtuelle et à distance et dématérialisée. Donc maintenant, nous allons voir la partie, le mode d'organisation hybride, donc, qui alterne entre présence sur site et quelques jours de télétravail. Donc selon une enquête réalisée par l'ANACT sur 2864 personnes, il a été montré que l'équilibre vie professionnelle et personnelle a été amélioré grâce à ce type d'organisation. La majorité des personnes, notamment interrogées, ont évoqué le souhait de télétravailler à l'avenir, de pouvoir pérenniser le télétravail. 36% aimeraient pouvoir travailler 3 jours par semaine, voire plus, et 56% à hauteur de 2 jours par semaine. Parmi donc, les avantages évoqués de ce mode d'organisation, c'est aussi le collectif qui est mis en avant avec un sentiment d'efficacité.
perçue lors des travaux collaboratifs, qui permet également une sociabilité avec de l'entraide et des moments de partage et de convivialité. Donc, pourquoi mettre en place ce type d'organisation? Pourquoi certaines entreprises ont fait ce choix? Pour répondre aux besoins des différents salariés ou du plus grand nombre et ainsi améliorer la qualité de vie au travail. Cela peut permettre en effet de réduire les freins liés aux deux modes d'organisation précédemment évoqués et aux difficultés rencontrées, tout en gardant une grande partie des points positifs, comme par exemple la diminution du sentiment de la réduction de la fatigue, l'autonomie, avoir une meilleure autonomie et puis une efficacité perçue, pouvoir effectuer un travail au calme pour des tâches nécessitant de la concentration ou de la réflexion intellectuelle. En effet, un environnement de travail peut être source d'interruption de tâches qui peuvent être fréquentes lorsqu'on travaille notamment dans des milieux partagés ou lorsqu'on est en présence de ses collègues, ou dans des bureaux ouverts, où des espaces privatifs ne sont pas toujours présents. Et puis, ça permet également, comme pour le 100% télétravail, de contribuer au maintien en emploi de collaborateurs en situation de handicap ou avec des difficultés de santé. Quelques points de vigilance là aussi. Cela peut conduire à un risque, un sentiment d'inéquité dans l'équipe, réel ou ressenti. En effet, le télétravailleur non éligible au télétravail peut percevoir celui-ci comme un avantage dont il ne bénéficie pas. Et le télétravailleur, quant à lui, peut ressentir un moins bon accès à l'information et à la formation. Cette perte d'information, elle est aussi visible, elle est aussi marquée, notamment lors des réunions mixtes où donc on a des personnes qui sont présentes sur le site et des personnes qui sont donc à distance. On voit bien hein, que voilà, on n'arrive pas vraiment à se saisir déjà des aspects liés à la communication informelle, donc au regard, aux gestes, et puis quand il y a des communications au sein du collectif qui est en présence, et bien c'est plus difficile pour les personnes qui sont à distance de se saisir justement de ces informations, et donc il y a une source de décrochage. Ensuite, il y a donc un risque de fragmentation du collectif. Donc, on l'a dit, hein, qui nécessite d'adapter les outils de communication, notamment pour le manager, afin d'adapter la gestion du collectif et le maintien du lien social pour éviter une perte d'appartenance à l'entreprise. Voilà, donc on en a parlé aussi tout à l'heure, ça va nécessiter d'adapter le management vers de nouvelles méthodes de suivi d'activité. Donc, comment faciliter, comment mettre en place ce type d'organisation? Première étape, c'est de définir et d'organiser la mise en place du travail hybride. Donc, par un retour d'expérience de l'année passée sur donc, les difficultés rencontrées, le ressenti, le vécu des salariés, mais aussi recenser ce qui a été facilitateur, donc les améliorations à apporter, mais aussi à conserver. Donc, ça va permettre de mettre en avant les différentes dimensions du travail, donc le management, l'environnement, les outils et le temps de travail. Ensuite, bien définir les postes éligibles au télétravail, le temps de travail et les conditions particulières afin d'identifier collectivement par la suite, pour les télétravailleurs, les tâches qui ont le plus d'intérêt à être réalisées à distance et celles qui ont le plus d'intérêt, quant à elles, à être réalisées sur le site. Tout ceci va permettre par la suite d'affiner certains points et d'aider à la décision, par exemple sur le nombre de jours à mettre en place, à quelle fréquence, sur la souplesse d'organisation, par exemple sur les horaires, ce qui va permettre ensuite de pouvoir négocier un accord ou d'élaborer une charte traitant du télétravail occasionnel, régulier ou exceptionnel. Deuxième étape très importante, c'est d'informer et d'accompagner les salariés, donc d'informer les salariés des nouvelles mesures et perspectives, mais également des modalités de contrôle du temps de travail ou de régulation de la charge de travail pour pouvoir l'encadrer. S'assurer que les critères qui permettent d'être éligibles au télétravail sont connus de tous pour éviter le sentiment d'iniquité. Partager des principes pour articuler le travail sur site et le travail à distance, par exemple par la tenue des agendas, par le fait de disposer des heures de joignabilité, d'utiliser les outils numériques.
Maintenir le travail collectif, donc il est important de pouvoir faire durer les échanges, par exemple en instaurant un système de messagerie électronique ou en organisant des réunions d'équipe en présentiel pour tout le collectif, pour maintenir le lien social et les régulations. Donc ensuite, former et accompagner les managers à l'encadrement des télétravailleurs. Donc ça, il y a une nécessité d'accompagner la mise en place, mais aussi de la pratique du télétravail, pour que celui-ci profite à la fois à l'entreprise, mais aussi aux salariés, tant au niveau productif qu'au niveau de la prévention des risques d'atteinte à la santé. Et enfin, donc réajuster les modalités d'organisation, donc s'interroger sur les tâches, les missions, les objectifs qui ont pu être définis pendant les différentes phases de confinement. Est-ce qu'ils correspondent toujours, est-ce qu'ils sont toujours d'actualité ou est-ce qu'ils nécessitent d'être redéfinis? Et puis, comme toute organisation, comme tout autre mode d'organisation, cette organisation hybride nécessite, est en constante évolution. Il faut donc la réguler, l'ajuster et puis se réinterroger. On va ouvrir un petit peu, voilà, maintenant vers de nouvelles formes d'organisation qui peuvent exister déjà ou se projeter, essayer de se projeter un peu dans ce qui peut se passer dans le futur. Alors, avant de passer voilà, sur ces nouvelles formes d'organisation, on va faire une petite synthèse un peu de voilà, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qui devrait être fait quand on prépare une nouvelle organisation dans le cadre du télétravail ou dans le cadre d'une nouvelle forme d'organisation mise en place dans une entreprise. Dans un premier temps, faire un retour d'expérience, c'est-à-dire recenser les avantages et les difficultés qui sont liées dans le cadre du télétravail au télétravail. Repérer et traiter les risques liés au maintien d'une partie du télétravail, donc les risques d'isolement, de tension, de surcharge, de stress, c'est-à-dire qu'il faut savoir repérer ces risques, savoir essayer de trouver des solutions pour y pallier, et puis en profiter pour mettre à jour votre document unique d'évaluation des risques, puisque vous pouvez du coup avoir repéré ces risques, y lier les personnes, évaluer le risque et écrire ce que vous avez mis en place ou ce que vous souhaitez mettre en place pour réduire les risques. Bien sûr, il faut identifier collectivement les activités qui représentent le plus d'intérêt à être réalisées à distance et celles qui peuvent être privilégiées sur site. Chaque mode de travail a ses avantages et ses limites. Donc, il faut identifier quelles sont les activités qui se prêteront le plus à quel mode de travail et dans quelles conditions. Et donc, bien sûr, l'importance de l'accord au niveau de l'entreprise et de la communication sur ce dernier. Donc, on va aborder donc une partie sur les changements dans l'organisation qui vont être amenés à émerger et à perdurer. Donc, on va vous présenter particulièrement un article qui a été rédigé par une communauté de startups, donc vous pouvez retrouver sur le site Forbes, où il présente 7 changements profonds dans l'organisation du travail. Premièrement, l'immobilier qui va devenir le principal levier pour mieux collaborer et faire face à une nouvelle contrainte économique. Effectivement, c'est un enjeu fort pour les entreprises. Et donc, il va y avoir un besoin de revoir en fait les différents lieux de travail. On va le voir juste après. Il y a des nouvelles organisations qui vont se mettre en place, comme par exemple le Flex Office. Mais attention, donc, à accorder une importance justement sur les lieux de travail, les nouveaux lieux de travail, pour redonner envie aux collaborateurs de venir travailler, de collaborer et de créer ensemble. Ensuite, le travail multisite deviendra la norme, rythmé par les usages de chacun. Donc, comme on l'a pu le voir pendant le télétravail, une seconde phase va consister donc, à utiliser les tiers-lieux pour retrouver un cadre de travail. Donc, par exemple, on va retrouver le home office, le flex office, les espaces de coworking, qui sont dédiés donc, à la collaboration interne ou externe. Ensuite, de nouvelles solutions vont répondre aux besoins de se retrouver même virtuellement. Donc, de nouveaux outils collaboratifs et sociaux vont voir le jour pour faciliter l'accès à un lieu de travail virtuel où la communication et la collaboration à distance seront possibles. Ceci qui va permettre également donc, un gain de productivité en optimisant les déplacements qui n'apportent pas forcément de valeur ajoutée et qui sont générateurs de stress et de fatigue, ce qui a déjà été le cas lors du confinement. On a pu déjà utiliser tout ce qui est webconférence.
Ensuite, le manager va se réinventer pour donner du sens à l'action de son équipe. Donc, c'est-à-dire, on va avoir un manager avec un rôle différent, et qui va devoir se poser des questions, par exemple, est-ce que sur la dynamique des projets, sur l'engagement des équipes dans la préparation de l'après. Voilà, donc tout ce qui a été inventé pendant la crise va s'ancrer comme un fonctionnement normal, avec donc une incitation à l'autonomie, une capacité accrue à verbaliser, à écouter, à utiliser d'autres astuces d'animation, à optimiser des réunions courtes, efficaces, etc. Ensuite, l'humain va reprendre enfin sa place et on se verra moins, mais on se verra mieux. Donc le monde du travail en mutation et le confinement, les différents confinements ont confirmé la nécessité d'amener les collaborateurs à plus d'autonomie et de responsabilité. Non, pardon, je me suis la crise que nous traversons a montré à quel point la présence physique et les interactions humaines sont nécessaires au développement individuel et collectif. Et donc, voilà, on va de plus en plus percevoir encore mieux la valeur d'être présent physiquement. Donc, en 6e point, les collaborateurs amenés à s'auto-motiver pendant le confinement assumeront leur singularité. Voilà, plus user de leur autonomie, de leur responsabilité. Et donc, c'est aussi aux entreprises de se saisir de ça et de revoir les méthodes de management pour aussi former les collaborateurs et les aider à renforcer leurs compétences. Et le dernier point, chacun cherchera sa place dans cette transformation accélérée. Donc, effectivement, là, c'est pareil, c'est au management, au manager, mais aussi à l'entreprise, de jouer sur l'engagement des collaborateurs, qui est un levier majeur de performance pour pouvoir transformer les organisations et puis accompagner les individus pour que chacun trouve sa place et son équilibre au sein de cette nouvelle organisation. Alors, on se pose un peu la question, c'est vrai qu'on s'oriente vers un changement de vision du travail, c'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, le travail était plutôt fixé sur le temps de présence dans l'entreprise. Aujourd'hui, de plus en plus, le travail s'oriente vers on le voit comme la réalisation d'objectifs. Ça veut dire que les organisations sont de plus en plus flexibles, de plus en plus agiles, et parfois, elles se retrouvent relativement déconnectées des espaces, des horaires, on va dire, conventionnels de l'entreprise. Donc, il y a différentes formes d'organisation qui sont apparues depuis maintenant plus ou moins quelques années. Donc, on va vous en parler de quelques-unes pour vous donner quelques exemples. Donc, le smart working en premier. Pour faire simple, c'est un peu que l'employeur laisse ses salariés travailler où et quand il le veut, à partir du moment où le salarié est performant et est même le plus performant possible. Ça veut dire qu'on laisse toute liberté au salarié de s'organiser pour faire son travail à partir du moment où celui-ci et les résultats sont obtenus dans les délais respectés. Ça veut dire qu'on se concentre sur les projets, sur les idées du salarié, plutôt que de se concentrer sur son temps de présence en entreprise. Le flex office, qui est un peu plus largement connu, qui consiste à ne pas avoir de bureau affecté à un ou plusieurs salariés. Donc souvent, ce sont des grands espaces de travail qui sont ouverts et partagés, parfois même des espaces dynamiques avec des cloisons amovibles, des choses comme ça. Généralement, on retrouve différentes formes d'espaces, un bureau, un canapé, des tables hautes. Ce sont des espaces qui vont permettre aux salariés de travailler, mais sans avoir un espace fixe qui leur est dédié. Le coworking, qui a quand même été un peu utilisé par certaines grandes entreprises là, pendant le télétravail et le confinement, qui est le fait de travailler en collaboration dans un espace qui est dédié par l'employeur. Donc souvent, c'est des locations de bureaux, ça peut être des cafés, des salles aménagées, voire des salles de bibliothèque qui sont réservées ou des télécentres. Donc souvent, il faut savoir que ces espaces sont partagés par différentes entreprises. Donc la richesse, c'est que ça permet à des coworkers qui n'appartiennent pas à une même entreprise d'échanger et de collaborer ensemble. Le travail collaboratif maintenant, faut savoir que lui, il se fonde, il s'éloigne vraiment de l'organisation, on va dire, hiérarchique traditionnelle, puisqu'on est en mode de travail où les personnes échangent, collaborent
tous ensemble en s'appuyant sur, voilà, sur tout ce qui est moyens de technologie, d'information et de communication actuels, avec voilà, l'objectif de maximiser la créativité autour d'un projet commun ou d'un objectif commun. Donc, en fait, les salariés ne se divisent pas les tâches et ne se répartissent pas les tâches, mais il y a des petits groupes qui travaillent en parallèle sur les tâches, et à chaque fois, ces petits groupes sont informés de ce qui se passe voilà, dans le groupe d'à côté et sur les tâches en cours de réalisation à côté. Alors, bon, ce sont des formes d'organisation qui sont intéressantes et qui peuvent être intéressantes à mettre en place dans les entreprises. Maintenant, attention quand même à des phénomènes un peu de mode. Il faut bien se renseigner sur ces formes d'organisation, sur ce qu'elles apportent, sur comment elles peuvent être mises en place dans vos entreprises. Il ne faut pas les utiliser à tort et à travers parce qu'elles ne correspondront pas toujours à vos activités ou même à une activité. Aussi, il faut savoir que voilà, elle s'appuie quand même sur un travail qui va se faire en virtuel et à distance, mais le risque, c'est de perdre un peu le collectif. Donc, il ne faut pas renoncer à une proximité et à un lien social. Donc, il faut garder des temps vraiment ensemble, des temps en direct et en présentiel ensemble, afin de garder une compétence collective au sein de votre entreprise. Enfin, donc pour conclure, et puis afin de s'ouvrir un petit peu vers le futur, horizon 2030, on va vous parler d'un article qui a été élaboré, que vous pouvez retrouver sur le site stratégiegouv.gouv.fr, où ils abordent 4 types d'organisations que l'on pourra retrouver dans le futur. La diffusion massive des organisations apprenantes. Donc là, en fait, c'est des organisations qui s'auto-instruisent avec donc un accent mis sur la formation continue et qui privilégie l'autonomie. Ensuite, on a la plateforme collaborative virtuelle et apprenante. Donc là, avec donc des outils donc, de plus en plus donc, qui vont pouvoir être utilisés, qui vont permettre de relier les espaces de travail virtuels, qui vont proposer des outils nécessaires pour ce travail en commun. Attention, ce modèle n'est pas sans risque, avec une flexibilité accrue des formes d'emploi, une dépersonnalisation du travail, un éclatement du collectif et une augmentation des risques psychosociaux. On pourra voir aussi apparaître une super intérim, donc ultra flexible, avec donc des plateformes de mise en relation qui pourraient voir le jour et s'étendre sur tous les secteurs, requérant une main-d'œuvre peu ou très qualifiée, voire à des métiers donc plus intellectuels. Voilà, donc là c'est pareil, on risquerait d'assister à une recrudescence de la précarité. Comme pour le dernier point, le taylorisme New Age, caractérisé donc par un marché du travail qui serait complètement polarisé d'un côté, avec des personnes exerçant un travail qualifié de forte valeur ajoutée, et de l'autre côté, des personnes exécutant à distance des tâches jugées de faible valeur ajoutée, sans droits sociaux ni perspective de carrière. Donc voilà, c'est une transformation du travail en fait qui va apparaître, comme on l'a vu, qu'on a pu en parler, pour passer d'un modèle donc plus classique de l'emploi comme on le connaît aujourd'hui, à des organisations du travail plus souples, plus évolutives, capables de faire face aux changements comme on a pu les connaître, hein, très rapides, voire de les anticiper. Voilà. Si vous avez des questions, voilà, n'hésitez pas à intervenir sur le chat, ou si vous avez des retours d'expérience ou voilà, des choses que vous souhaitez partager, n'hésitez pas. S'il y a des choses qui n'ont pas été claires aussi. En attendant, pour vous laisser le temps de la réflexion, on vous laisse réfléchir. Et de toute façon, s'il y a des choses même plus spécifiques qui vous viennent à l'esprit plus tard, n'hésitez pas à vous tourner vers vos services de santé au travail respectifs. Vous voyez, c'est un sujet sur lequel tous les services de santé au travail au niveau de la région ont travaillé, s'emparent, se questionnent. Donc voilà, on est en mesure de vous accompagner à différents degrés de vos questionnements par rapport au télétravail ou par rapport à toute transformation d'organisation, tout changement. Où en êtes-vous du télétravail? Ça.
les sources. On vous laissera aussi, vous le verrez, du coup, à la fin du diaporama, on vous a mis les différentes sources des articles ou des études chiffrées qui nous ont permis de construire le support. Donc voilà, ça peut vous permettre, si vous le souhaitez, d'aller regarder, d'aller plus loin, d'aller vous renseigner. Des modèles de comparaison. Alors la question des modèles de comparaison avec d'autres pays. Alors sur le télétravail, pas forcément. En tout cas, la France est en retard, oui. La France est en retard souvent. Sur la flexibilité des organisations, on a un peu de retard, oui. Un employeur. Alors, sur le côté, l'employeur frileux sur le télétravail, notamment par la peur du manque de contrôle, faut savoir que je pense qu'un employeur, il faut qu'il remette un peu les choses en perspective, c'est-à-dire que même quand vous êtes dans les locaux de l'entreprise, a priori, votre l'employeur ne va pas toutes les 2 minutes dans tous les bureaux de l'entreprise pour vérifier que tout le monde est là, tout le monde travaille et a bien avancé dans les objectifs à remplir. Après, voilà, c'est vrai que le travail aujourd'hui, l'organisation du travail et la vision du travail se tournent de plus en plus vers une vision d'objectifs, de qualité du travail. Est-ce que j'ai réalisé les objectifs qu'on m'avait donnés? Est-ce que j'ai fait mon travail? Est-ce que j'ai été créatif? Plus que dans je contrôle le fait que mon salarié soit là. Votre salarié peut être présent dans vos locaux et pas pour autant être, on va dire, efficace et efficient et actif dans son travail. Alors, attendez, il y a des questions dans les questions. Alors, quelle forme le bilan pourrait prendre pour évaluer le télétravail? Vous voulez dire un bilan par rapport au télétravail passé? Alors, ça peut être un questionnaire que vous faites passer à vos salariés. Ça peut être aussi, lorsque vous faites vos entretiens annuels avec vos salariés, de faire un retour à la fois sur, centré sur, on va dire, le télétravail et les possibilités, l'organisation du télétravail, est-ce qu'elle a convenu ou pas, mais aussi sur l'aspect ressenti du salarié, c'est-à-dire est-ce que ça lui va, est-ce que ça lui a plu, est-ce qu'ils se sont isolés. Ça doit faire partie, entre guillemets, maintenant, si vous mettez en place le télétravail, des questions à poser, notamment quand vous faites l'entretien annuel, mais aussi au niveau de bilan, on va dire, plus annuel. Ça peut être le rôle du CSE, du CSSCT. J'espère que j'ai répondu à cette question-là. Alors, y a-t-il des études sur l'impact des nouvelles modalités de travail sur le bien-être des salariés et leur santé physique et mentale? Alors, ouais, des études. Alors, par rapport au télétravail, il y en a eu beaucoup. Il y a eu l'ANAC, il y en a eu beaucoup, puisque nous, on a été piochés dans pas mal d'études, via Malakoff, via l'ANAC. Donc là, sur le télétravail, il y a eu beaucoup d'études de fait par rapport à ces modalités, à la nouvelle organisation par rapport au télétravail. Par rapport après à de nouvelles organisations, il faut se tourner plus vers des entreprises, par rapport au flex office, vous étiez plus. Alors après, c'est plus, on n'a pas forcément regardé des retours, nous, d'enquête sur le flex office spécifiquement. Il y en a sûrement qui existent. Après, il y a des entreprises qui l'ont mis en place en France, donc faut voir si elles ont des retours éventuellement à faire. Si vous n'avez plus de questions, si vous n'avez plus besoin d'éclaircissement ou de retour, on va vous proposer de mettre fin à ce webinaire. N'hésitez pas, de toute façon, s'il y a besoin, à vous tourner vers vos services de santé au travail. Merci à vous, en tout cas, pour votre attention. J'espère que ça vous a... on espère que ça vous a intéressé, que ça vous a aidé et que ça vous poussera à vous questionner pour votre entreprise. On va vous laisser. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Au revoir. Au revoir.